Salut Stéphanie. Salut Marc. Tu es vétérinaire, tu es la présidente de la SNGTV. En gros, c'est une asso de confrères, de consoeurs vétérinaires. Tu travailles justement depuis 25 ans en mode rural, donc les vaches c'est ton rayon. Et on est là pour parler avec toi de la DNC qui fait beaucoup parler, qui inquiète beaucoup là en France. J'ai envie de commencer direct, te poser la question qui fâche. Est-ce que les mesures qu'ont pris le gouvernement français sont, d'après toi, professionnelles, les bonnes? On ne parle pas de politique, on ne parle pas de syndicats, là on parle juste d'une professionnelle qui vient dire si cette méthode d'abattage qui paraît extrêmement cruelle, qui fait beaucoup parler, qui provoque des grèves, qui inquiète en France peu avant Noël, est-ce que cette méthode, telle qu'elle est faite, que tu vas nous rappeler, elle est bonne? Si oui, pourquoi? Quelles sont les alternatives? Est-ce qu'il n'y a pas d'alternative? Donc oui ou non, est-ce que c'est la moins mauvaise solution? Dans le contexte où nous sommes, c'est-à-dire d'une maladie qui arrive sur le territoire et qu'on ne veut pas en aucun cas laisser s'installer, clairement oui, cette stratégie est celle qui permet le plus rapidement de se débarrasser de la maladie et de ne plus en parler. Est-ce que tous tes confrères sont d'accord avec ça? J'ai entendu des vétérinaires qui ne sont pas d'accord. Je ne dirais pas qui, mais il y a quelqu'un de très connu qui est vétérinaire, qui m'a soutenu que non, que en fait, c'était pas la bonne méthode. Et je t'avoue que j'ai pas compris pourquoi. Moi non plus. Et dans les explications, il avait dit que le confinement pouvait suffire. Or, tout le monde a constaté que le confinement n'a pas suffi et que la maladie est en train de s'étendre. On a combien de foyers en France, là? On en a 113, je crois. On en a plus d'une centaine. Oui. Alors, les mesures qui sont mises en œuvre actuellement tiennent compte du fait que à partir du moment où on détecte un animal qui présente des symptômes, comme je l'expliquais auparavant, cet animal s'accompagne d'un certain nombre d'autres qui sont virémiques, qui sont contagieux, mais qui ne présentent pas de symptômes. On ne sait pas aujourd'hui, on n'a pas de test pour trouver ces animaux-là. On ne sait pas dire cette vache-là est un malade sans symptômes. On ne sait que détecter les symptômes visibles, donc les nodules, la fièvre, ce qu'on appelle la catarrhe, les yeux qui coulent, le nez qui coule, l'abattement. Comme on ne veut pas laisser s'installer la maladie, on veut supprimer les sources de virus. Donc on est bien obligé, pour être sûr de supprimer ces sources de virus, de supprimer tous les lots, l'ensemble du lot, puisqu'on ne sait pas trouver quelle vache est source de virus si elle n'a pas de symptômes. Ça, c'est dans l'objectif d'une éradication, et c'est clairement notre objectif aujourd'hui. Les pays qui ont fait autrement, qui n'abattent que les animaux malades, ou voire qui n'abattent pas du tout. Quels sont ces pays? Alors, en fait, si on prend tous les pays du monde dans lesquels cette maladie est installée, on va trouver des pays, par exemple, comme la Turquie, qui ont pris le parti de vacciner de façon non obligatoire et de faire uniquement l'abattage des animaux malades, voire pas du tout d'abattage. Bon, ça fait 10 ans qu'ils y sont toujours. Donc, on n'arrive pas à se débarrasser de la maladie de cette façon-là. C'est une maladie qui s'incruste, qui est en sous-marin. Dans les différents cas des Balkans, les pays ont pris des mesures pas toujours très offensives au début. La maladie s'est étendue de façon très rapide et en fait, au moment où ils ont commencé des vaccinations larges, ils en avaient déjà partout. Les pays qui ont choisi à ce moment-là de faire l'abattage total des lots impliqués se sont débarrassés de la maladie beaucoup plus vite que les autres. Donc, si on ne fait pas ça, le risque qu'on prend, c'est de la laisser s'étendre, d'augmenter le nombre de cheptels atteints et d'augmenter le nombre d'éleveurs qui se retrouvent complètement bloqués en ne pouvant rien faire de leurs animaux. C'est une situation qui est triste, qui est cruelle. On se met tous à la place des éleveurs qui perdent leurs troupeaux. Bien sûr, c'est quelque chose de traumatique. Les vaches sont remboursées. Alors bien sûr, ça traîne, ça met un peu de temps, c'est une situation qu'on n'aime pas. Et ce que m'a expliqué Manaïg, parce qu'on a beaucoup discuté avec Manaïg, ta consoeur, c'est que cet argent ne remplace pas la valeur génétique d'un troupeau, ne remplace pas tout le travail que ça a pris, le lait, mille autres choses. On est d'accord. Mais les vaches sont quand même remboursées. C'est pas une perte sèche, brute. Ma question toute bête, c'est pourquoi ça s'est à peu près bien passé dans les Savoies et pourquoi là, dans le sud-ouest, ça se passe pas bien? Alors la réponse, c'est que ça s'est pas si bien passé que ça dans les Savoies. Parce que pour y avoir passé l'été, ça a été très dur aussi dans les Savoies. On a rencontré dès le début des oppositions et c'est bien normal. Néanmoins, les éleveurs de Savoie sont des éleveurs qui ont des animaux de très haute valeur génétique, qui font du lait, qui exportent du lait. Ce sont des éleveurs formidables et surtout, ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, ils ont assez vite compris
que le sacrifice immense qu'on leur demandait était destiné à protéger les voisins. Et à partir de là, les gens se sont inscrits dans cet esprit de lutte collective, c'est-à-dire d'être capables d'encaisser quelque chose d'extrêmement difficile pour eux-mêmes au bénéfice de la majorité des éleveurs. À l'époque, les JA, les GDS ont fortement contribué. C'est quoi les JA? Les jeunes agriculteurs, qui sont un syndicat Oui. affilié, je crois, à la FNSEA, mais en tout cas, ils ont été extrêmement présents, ils ont aidé, ils ont emmené les barrières, les couloirs, ils ont transporté ça en hélicoptère, ils ont attrapé les vaches. Donc, les gens se sont lancés à corps perdu et très très vite dans cette vaccination, en sachant que c'était ça qui allait les sauver, pendant qu'on stoppait, si vous voulez, la diffusion du virus par l'élimination des unités. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à l'époque, les vaches étaient dans les prés. Ce qui veut dire que quand on parle d'une unité épidémiologique, d'un lot d'animaux qui est concerné par le même risque, on parle de lots d'animaux de 10, 15, 20 animaux. C'est beaucoup moins choquant, c'est beaucoup moins marquant que le cas, par exemple, qu'on a eu en Ariège, où les animaux étant tous rentrés du pré, on s'est trouvé avec un lot épidémiologique de plus de 200 animaux. Donc en Ariège, il a fallu en abattre 200. 200. Donc il y a une espèce de seuil psychologique sur la taille du lot, puisque en Ariège, c'est pour ainsi dire tout le cheptel de l'éleveur qui y est passé. Tandis que dans les Savoies, c'était des lots. Donc c'était un lot de 15 vaches, un lot de 30 vaches sur des cheptels beaucoup plus gros. Grâce à toi, je comprends qu'en fait, un cheptel d'un éleveur se décompose en différents lots qui ne sont pas aux mêmes endroits. Tout à fait. Tout à fait. Donc l'éleveur, il a, par exemple, il va avoir les vaches laitières qui sont dans le bâtiment ou dans des pâtures proches parce qu'il les traite tous les jours. Mais les vaches qui n'ont pas encore eu leur veau ou les génisses sont dans d'autres endroits. Là, pour le coup, je vais parler un peu des syndicats agricoles. Je résume leur position. Les gros, en résumé, la FNSEA et les JA sont pour la stratégie actuelle. J'entendais encore ce matin Arnaud Rousseau de la FNSEA, qui est le patron de la FNSEA, qui disait qu'il était pour la stratégie actuelle au nom de ce que tu viens de dire, de rappeler. C'est-à-dire que c'est cruellissime, mais si on ne veut pas que la maladie s'étende, c'est pour l'instant la seule solution. C'est ce que tu viens de rappeler en tant que professionnel. Bizarrement, en fait, c'est pas étonnant, la FNSEA et les JA sont pour cette stratégie. Bien sûr, après, on va parler de vaccination. Mais ils sont pour cette stratégie pour une raison toute bête, c'est que si on ne fait pas ça, ce qu'on a expliqué avec toi dans le premier épisode, ce million de broutards qui sont vendus, qui sont exportés, France, premier pays exportateur de broutards dans le monde, tout ça, ça va s'arrêter et la filière va s'effondrer. Donc eux, ils sont globalement d'accord, mais la coordination rurale, en résumé, qui est plutôt d'extrême droite, et la Confédération paysanne, qui est plutôt de gauche, qui sont d'autres syndicats agricoles, alors c'est eux, pour le coup, qui ne sont pas d'accord. J'aimerais que tu m'expliques pourquoi les syndicats ne sont pas d'accord entre eux sur la méthode. Bon, je pense qu'il vaudrait mieux les interroger, eux. Est-ce que c'est pas révélateur ? C'est clairement la seule solution et je voudrais rappeler aussi que la cruauté serait de laisser beaucoup d'animaux attraper cette maladie. Elle est douloureuse et les animaux qui en réchappent, puisqu'on parlait de la mortalité, est-ce que c'est 5%, 10%, ça peut monter à 15, 80 dans certaines études ou dans certains endroits. C'est pas tellement ça la question. De toute façon, c'est insupportable pour les éleveurs parce qu'il faut pas oublier que c'est pas un one-shot. C'est que si on laisse courir la maladie, si on la laisse s'installer, ils vont avoir cette mortalité-là tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Et surtout, il n'y a plus aucun pays qui voudra acheter nos bêtes. Non. Alors, donc si on se place du point de vue des animaux eux-mêmes, laisser plein d'animaux en France attraper cette maladie serait cruel. Parce que c'est une maladie douloureuse, c'est une maladie impactante et ceux qui n'en meurent pas peuvent survivre avec des séquelles importantes et ils deviennent ce qu'on appelle des non-valeurs économiques, c'est-à-dire des animaux qui ne grossissent plus, qui ne grandissent plus, qui ne peuvent plus se reproduire, qui deviennent des charges. Qui deviennent des charges. Et qui doivent être abattus anyway. Et qui seront, soit ils finiront par en mourir parce que, une fois de plus, leur système respiratoire, leur système digestif ne marche plus bien, soit l'éleveur finira par demander leur euthanasie parce qu'ils n'ont plus de capacité à entrer dans la vie de l'élevage. Donc ça, c'est une première chose. La cruauté, quelquefois, et ça, c'est... Je fais une digression. Tout le monde dit le métier de vétérinaire, c'est un beau métier. C'est un métier où on s'affronte à la réalité de la vie. Et la cruauté, elle n'est pas toujours là où on croit. Et quelquefois, supprimer un membre... Moi, je me disais, c'est comme la gangrène. Une fois qu'on a la gangrène sur un doigt, il faut l'enlever. C'est pas drôle, mais c'est pas une raison pour laisser la gangrène monter jusqu'à l'épaule, quoi. Donc il y a un moment, il faut prendre des décisions courageuses. Dans notre métier, c'est comme ça. Alors pourquoi ils sont pas d'accord entre eux ?
Moi, mon sentiment, c'est que les syndicats aujourd'hui qui se positionnent contre les mesures se positionnent surtout contre un gouvernement, contre d'autres problématiques qui touchent l'élevage. Alors ils mettent en avant le Mercosur, ils mettent en avant tout un tas de réalités aussi, de difficultés que traversent les éleveurs depuis plusieurs années en silence. Mais ça paraît fou parce que les éleveurs, ils sont pas idiots. Ils savent très bien qu'en refusant d'abattre un lot, ils font courir des risques à leurs voisins. Alors, ils le savent ou pas, parce que la désinformation a très bien fonctionné quand même, on le voit d'ailleurs. Moi, je vais très très peu sur les réseaux sociaux, je pense que j'en ai été plus en 3 mois que dans toute ma vie. Mais le nombre de sottises qui circulent, d'âneries, de contre-vérités, c'est absolument hallucinant. Et donc, on est quand même face à des gens qui, quelquefois, se sont fait entraîner parce que, par ailleurs, ils sont en colère. Et ils ont plein de raisons d'être en colère. Que demandent ceux qui refusent l'abattage des lots infectés ? Alors, ils demandent plusieurs choses. En particulier, ils demandent ce qu'on appelle un abattage sélectif. C'est-à-dire que dans un lot où on a trouvé un animal infecté, leur souhait serait qu'on abatte uniquement cet animal-là et qu'on surveille les autres avec des tests sanguins dans l'espoir de détecter d'autres porteurs du virus. Tu nous as dit que c'était indétectable. C'est indétectable. C'est-à-dire que le virus dans le sang, il est présent assez peu de temps dans l'ensemble de l'évolution de la maladie et de façon inconstante. La quantité de virus, elle oscille autour du seuil de détection. Donc de temps en temps, oui, on aura une PCR positive sur le sang et on pourra dire celle-ci, elle a le virus. Mais plein de fois aussi, on aura des PCR négatives et on laissera sur le terrain des animaux porteurs du virus. Et là, il faut que tu nous parles du rapport qu'il y a entre un vétérinaire qui est l'équivalent d'un médecin de famille pour les bêtes d'un éleveur. Là, je conçois que les agriculteurs n'aient pas confiance dans le gouvernement, mais j'ai pas du tout compris comment en 2025, après tout ce que tu viens de nous expliquer, comment les éleveurs et d'autres gens peuvent s'en prendre à des vétérinaires qui sont des scientifiques, des professionnels. Il faut que tu m'expliques. Il y a beaucoup de gens que j'ai invités, tous ont refusé de venir, ils avaient peur. Toi, tu es en Bourgogne. En Bourgogne, pour l'instant, il y a pas beaucoup de cas, donc peut-être c'est grâce à ça que je dois ta présence. Comment ces éleveurs-là peuvent en vouloir aux vétérinaires ? Alors, ma présence, elle est liée, je te l'ai dit, au fait que moi, je refuse de vivre en URSS où on empêchait les gens de s'exprimer. La science, c'est ce qu'elle est, on doit pouvoir la dire, sinon ça serait pire que tout. Moi, les retours que j'ai de mes confrères, c'est que la plupart des éleveurs, quand on discute avec eux, oui, ils sont fous de terreur, oui, c'est des gens qui en bavent, et c'est dommage, parce que les courbes se redressaient, ils avaient des cours intéressants, ils gagnaient enfin un peu bien leur vie ces derniers mois, donc c'est d'autant plus dramatique. Mais la plupart des éleveurs, ils comprennent très bien ce qu'on leur explique. Ils ont des demandes, comme par exemple que les animaux ne soient pas abattus sur la ferme, parce que ça, c'est très difficile à vivre pour eux. Mais la plupart comprennent, et quand on discute avec eux, ils comprennent. Après, nous, vétérinaires ruraux, on a une clientèle avec laquelle on a des niveaux de proximité différents. Il y a des éleveurs qui travaillent main dans la main avec leurs vétérinaires, et en général, avec ceux-là, on a d'excellents rapports, on arrive à leur expliquer plein de choses, eux-mêmes nous apprennent plein de choses aussi d'ailleurs, et on est vraiment dans un partenariat gagnant-gagnant. Il y a aussi une partie des élevages dans laquelle on va moins, une partie des éleveurs qui sont probablement moins proches de leurs vétérinaires, et qui vont aller se renseigner à droite à gauche, et peuvent tomber effectivement sur des sources de renseignements qui ne sont pas très fiables. Stéphanie, maintenant je voudrais qu'on parle de vaccination. Comment se marie la vaccination ? Ce que m'a expliqué Manaïg, notre amie commune, qui est vétérinaire elle aussi, dans l'Allier pour le coup, Manaïg m'a expliqué que une vaccination systématique n'est pas souhaitable. J'aimerais que tu m'expliques pourquoi une vaccination systématique et durable dans le temps n'est pas souhaitable. J'aimerais que tu m'expliques ça. Réponse compliquée, on y va. Alors, premièrement, la vaccination, comment elle se positionne dans un cheptel infecté ? Donc, elle va mettre un certain temps à être active. Quand on se fait vacciner contre une maladie, il faut un certain temps pour que le corps développe des anticorps. En l'occurrence, il faut 21 à 28 jours pour que l'animal soit complètement immunisé. Je rappelle que le temps d'incubation de la maladie est de 4 à 35 jours. Ce qui veut dire que si l'animal est piqué juste avant la vaccination ou avant cette mise en place de l'immunité de 21 à 28 jours, on va pouvoir avoir un animal vacciné et qui développe des symptômes. Et ça, jusqu'à 50 jours après la vaccination, quand on additionne tous les délais. Donc ça veut dire qu'une fois de plus, la vaccination n'empêche pas, là où elles le sont, les sources de virus. Les vaches qui sont des sources de virus qu'on vaccine ne deviennent pas
par miracle, indemne de la maladie. Ça, c'est la première Elle chose. reste contagieuse. Elle reste contagieuse. Ça, c'est la première chose. Donc, en fait, on est dans une course contre la montre. On essaie d'immuniser le cheptel plus rapidement que le virus ne s'étend. Et une fois de plus, il faut raisonner à l'échelle collective et non pas à l'échelle de l'élevage. L'élevage qui est infecté, il est infecté. On ne peut plus grand-chose pour lui. En revanche, ce qu'on essaie, c'est de mener une course pour protéger les autres à côté avant que la maladie ne leur arrive. Alors, jusqu'où on doit faire ça ? Aujourd'hui, le choix qui a été fait, c'est d'une part de le faire dans un rayon de 50 km, comme on l'expliquait, autour des foyers. Et plus récemment, voyant qu'il y avait des cas un peu plus larges dans le sud de la France, cette zone de vaccination, elle a été étendue. Aujourd'hui, on est à plus de 100 km des foyers pour essayer de gagner encore de vitesse au cas où on aurait des circulations illégales, mais néanmoins qui existent de bovins, et au cas où la maladie nous est un petit peu devancée, on a pris de l'avance. Donc aujourd'hui, on colle à ce qu'on appelle l'épidémiologie, à ce qu'on observe et au risque tel qu'on l'évalue. Est-ce qu'on devrait par avance vacciner tout le reste du pays ? Alors la réponse est non pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour obtenir les doses de vaccins nécessaires à faire ça, il faut 7 à 12 mois d'après les laboratoires. Donc après, il y aura des livraisons progressives, mais on n'aura pas tout le lot, on n'aura pas les 17 millions de doses dans 8 mois, mais on va avoir des arrivées progressives. Donc comment on fait, par qui on commence, Bon, mais ça, personne ne peut répondre. c'est juste un empêchement technique. Mais en fait, on n'a pas intérêt à le faire. Alors, on n'a pas intérêt à le faire. D'abord, ça n'a pas de sens épidémiologique. Ça veut dire qu'on va soumettre l'ensemble du cheptel à ce vaccin, qui est quand même un vaccin vivant, avec des effets secondaires qui ne sont pas négligeables. Et surtout, à partir du moment où on vaccine, on a beaucoup de mal à surveiller la maladie. Et donc, on ne sait plus trop où elle est. Et donc, de deux choses l'une. Soit on arrive à démontrer qu'elle est dans des endroits précis et la zone qu'on aura vaccinée sera considérée comme zone vaccinale. À ce moment-là, les discussions avec les pays tiers vont consister à dire, on attend déjà que vous ayez tout vacciné. Tout, ça veut dire toute la zone, ça veut dire toute la France. Donc, c'est là où les 7 à 12 mois interviennent, c'est qu'on attend que tout le monde soit vacciné, 75% des animaux dans 95% des élevages, pour commencer à discuter. Pourquoi ces chiffres-là, 75 dans 95 ? C'est ce qui a été estimé par l'EFSA comme étant le seuil à partir duquel on n'a plus de transmission ou très peu de transmission de la maladie. Je rappelle que l'EFSA, c'est l'autorité européenne de sécurité des aliments. EFSA, ça vient de l'anglais European Food Safety Authority. Continue. Merci. Donc, il faudrait attendre qu'on ait déployé totalement cette vaccination, 7 à 12 mois qu'on ait pu vacciner l'ensemble du cheptel pour pouvoir commencer à discuter avec nos partenaires commerciaux qui accepteront ou pas. Parce que l'Italie, par exemple, qui a accepté de recevoir des animaux des zones vaccinées de Savoie, a assorti ça de conditions très précises, c'est-à-dire que tous les animaux de la zone doivent être vaccinés depuis plus de 60 jours, autour du cheptel qui veut exporter ses bovins. Lui-même doit être complètement vacciné. Et ils soumettent en plus les animaux à des tests sanguins dont on sait qu'ils sont inutiles, mais qui sont là pour apporter aux yeux des autorités italiennes qui les ont demandé une garantie. En tout cas, tout ça, c'est des frais pour les éleveurs. Mais on voit bien que ce qu'ils ont voulu, c'est toute la zone vaccinée au taux que je vous indiquais, plus 60 jours avant de commencer à discuter. Et l'Espagne, qui était prête à signer le même protocole, a reculé en voyant les cas du sud-ouest. Donc on ne peut pas prévoir, dans 7 à 12 mois, la réaction de nos partenaires. Est-ce qu'ils rouvriront leurs portes ou pas ? Ça, personne ne peut le dire aujourd'hui. Donc on ne sait pas à quel risque, pour le coup commercial, on expose nos éleveurs. Est-ce qu'on peut dire que la France est indemne aujourd'hui ? C'est un mot que je ne comprends pas bien. Un pays indemne, c'est un pays où il n'y a pas la maladie. Mais là, la France, ça y est... Alors, on a fait des zones, tout le monde a vu ces cartes avec les zones de 50 km. Ces zones-là ne sont pas indemnes. Le reste du territoire aujourd'hui est considéré comme indemne. Si la maladie nous échappe, si ça continue, effectivement, l'ensemble du territoire sera considéré comme contaminé. À partir de combien de foyers ? À partir de combien de territoires touchés ? À partir du moment où l'Europe se fâche. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que tant qu'ils ont l'impression qu'on maîtrise l'évolution de la maladie, qu'on maîtrise les foyers, ils permettent qu'on considère que le reste du territoire est indemne. Si l'Europe estime, mais je ne suis pas dans leur tête, il n'y a pas de critères, on est là pour le coup dans des évaluations de risques qui vont être faites au fil du temps. Si l'Europe estime qu'on représente un risque pour les autres pays d'Europe, à ce moment-là, ils fermeront les frontières et considéreront que nous sommes un pays contaminé.
Comment tu estimes ce risque en termes de pourcentage ? Est-ce qu'il y a une chance sur deux que ça advienne ? Est-ce que là, tu penses qu'on est en bonne voie ? Je pense que si tout le monde se met au boulot, là, dans le sud-ouest, pour vacciner, et les vétérinaires sont à pied d'œuvre, hein, leur principal problème aujourd'hui, c'est les approvisionnements en aiguilles qui sont bloqués dans les barrages. Donc il a fallu sortir les camions de vaccins de ces barrages, qui étaient coincés. Maintenant, on est en train d'essayer de sortir les camions d'aiguilles. Tout le monde est à pied d'œuvre pour vacciner. Ce qui va nous manquer, c'est le matériel. Bon, c'est en train de se débloquer, hein, mais voilà. Moi, j'ai un confrère qui a voulu aller aider il y a quelques jours. Il a voulu aller aider un de ses copains à vacciner. Eh ben, il a passé à peu près 3/4 de la journée coincé dans les barrages pour pouvoir finir par arriver le soir au cabinet et vacciner 60 vaches. Il était content de sa journée. Donc voilà. Si on vaccine, si tout le monde se met au boulot, si les agricoles font ce qu'ils savent merveilleusement faire, c'est de s'organiser entre eux pour qu'on vaccine tout et vite. Quand tu dis tout, c'est pas tous les 17 millions. Non, c'est les animaux de la zone vaccinale actuelle, qui autour fait autour 10 des 50... ou 11 départements, ouais. Qui a été étendue par rapport aux fameux 50 km. Ouais. Et si on vaccine toute cette zone-là, vite et bien, on a toutes les chances de notre côté pour stopper cette évolution de la maladie. Admettons que ça marche, c'est-à-dire on vaccine tout autour des foyers, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la maladie ne pourra pas se développer. Et c'est comme ça qu'on arrivera, en résumé, à éteindre l'incendie. C'est comme ça qu'on arrivera à éteindre l'incendie. Alors après, les choses en biologie étant toujours plus compliquées qu'elles n'y paraissent, de deux choses l'une. Soit on sait où sont les foyers, on a fait les dépeuplements là où on devait le faire, on a supprimé les sources de virus et on a toutes les chances que cette vaccination éteigne la maladie. Soit il y a des foyers non déclarés, il y a des foyers cachés, on laisse du virus dans l'environnement et à ce moment-là, le vaccin va faire ce pourquoi sont faits les vaccins, c'est qu'il va masquer les symptômes. C'est ce qu'on lui demande, hein, que les gens ou les animaux ne tombent pas malades. Il va masquer les symptômes, mais on continuera à avoir du virus dans l'environnement, puisque 100% des vaches ne seront pas correctement vaccinées. C'est de la biologie. Hein. D'abord, il y en a peut-être qui vont s'échapper, qui ont bougé, qui n'ont pas eu leur dose, et puis un organisme ne répond pas dans 100% des cas correctement à la vaccination. Si dans le même temps, on a laissé des sources de virus, des animaux cachés, le vaccin va nous masquer ça pendant un certain temps. Et si on l'arrête trop tôt, puisque dans les Balkans, je rappelle qu'ils ont vacciné 3 ans. Si on décide qu'on fait un one-shot et qu'on arrête cette vaccination, eh ben là, on verra repartir la maladie. Pourquoi ? Dans cette zone-là. Parce qu'on aura laissé des sources de virus, on aura laissé des animaux plus ou moins bien vaccinés, on aura un vaccin qui permettra de masquer les symptômes, mais qui n'empêchera pas forcément la circulation du virus. Là, ce qu'on vient de comprendre dans ce que tu viens de dire, c'est la raison pour laquelle, même si on pouvait, et en plus on ne peut pas, il y a une question d'approvisionnement en vaccins qu'on n'a pas, donc ça c'est juste la réalité, mais même si on le pouvait, on n'aurait pas intérêt à vacciner les 17 millions de bovins de France, parce qu'il faut qu'on puisse repérer un retour de cette maladie. Il faut qu'on puisse savoir où elle est, donc ça c'est la responsabilité des éleveurs de déclarer les animaux malades, tout en comprenant qu'ils aient la trouille de le faire. Enfin, personne ferait le malin à leur place, hein. Je pense qu'il faut vraiment se mettre ça en tête. Mais si on laisse des sources de virus, la vaccination ne suffira pas à elle seule à éteindre la maladie. Ou alors il faudrait faire ce qu'ont fait les Balkans, ce que font plein de pays, c'est vacciner tout le cheptel de façon obligatoire pendant plusieurs années. Ce que notre amie commune Manaïg m'a expliqué, c'est que cette histoire aura au moins le mérite d'éclairer un peu sur les pratiques. Quand je disais dans un épisode précédent que la France était le plus grand producteur, le plus grand exportateur mondial de broutards. Broutards désigne les veaux de 4 à 15 mois. J'ai appris, les veaux, dès qu'ils sont sevrés, ils partent en Italie, dans la plaine du Pô par exemple, pour s'engraisser. Et après, ils reviennent en France. Des fois, il y a des allers-retours. Ouais, non, c'est-à-dire qu'en fait, c'est compliqué. Alors, il y en a une partie qui peut revenir en France. Il faut savoir que les Français, dans leurs habitudes de consommation, vont plutôt consommer de la vache laitière de réforme. Parce que les broutards, c'est une viande très blanche et qui n'est pas tellement dans nos habitudes de consommation. Donc oui, il y a une partie qui va revenir, mais nous, on va aussi importer d'autres types d'animaux pour la consommation française. C'est assez compliqué, hein, le marché de la viande. C'est lié aux habitudes des consommateurs aussi. Ouais. Donc il y a quand même des animaux qui reviennent, c'est ça que tu me dis, mais la France mange pas ce qu'elle exporte. Elle mange pas forcément ce qu'elle exporte. Non, il y a une bonne partie qui ensuite est consommée en Italie, bien sûr, de ce qu'on exporte. Et c'est intéressant ce que tu dis. Tu dis des vaches de réforme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, les Français aiment, et ça c'est les supermarchés qui ont formé les gens à ça, à aimer ces viandes bien rouges, bien matures. Et ça, on va trouver ça chez des animaux adultes, une viande bien rouge. Tandis que la viande des animaux plus jeunes, elle est plus blanche et elle n'est pas beaucoup dans les... On en mange un peu, on mange de l'ossobuco, on mange des choses comme ça, mais elle n'est pas beaucoup dans les habitudes des consommateurs.
Stéphanie, sur cette histoire de viande rouge, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je te retrouve très vite pour la suite et la fin. Et cette fois-ci, on va un peu se pencher, parce qu'il y a aussi beaucoup d'idées fausses qui ont été dites sur ces grosses mouches, les stomox et les tabanidés, en gros, les tans et les stomox. Donc je te retrouve très vite pour parler de ça. Salut Stéphanie, à tout de suite. Salut Marc, à tout de suite. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Si tu aimes nos contenus, je te recommande mes 2 livres. En finir avec les idées fausses sur le monde vivant, aux éditions de l'Atelier, et Nomen, les origines des noms des espèces, aux éditions Ulmer. Et aussi un super jeu de cartes, Terra Animalia, pour apprendre sur les animaux et les plantes tout en jouant. Et on fait bien sûr un gros clin d'œil aux profs, aux parents et à tous ceux qui racontent ou enseignent le vivant. Tous les liens utiles et notre email de contact pour des stages, des formations, des animations ou des conférences sont indiqués dans la notice de cet épisode. Grand merci pour ton soutien, à bientôt, et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.